Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à cette émission spéciale produite par l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, UNALFA. Cette émission spéciale intervient en marge de l'atelier sur le dialogue multi-acteurs sur la décentralisation et le développement local, tenu du 16 au 18 juillet à Ouagadougou. À la présentation de cette émission, Rachid Assad Zongo et à la technique et mise en onde, Tiona Sanogo. Enjeu de la décentralisation au Burkina Faso et rôle de la société civile. C'est le sujet de cette émission spéciale. Pour en parler, 3 invités sur le plateau. Le premier invité répond au nom de Jean-Claude Louari. Jean-Claude Louari est ancien élu local, notamment maire de la commune de Fadangourma. Il est par ailleurs ancien président du conseil régional de la région de l'Est et pour achever, secrétaire permanent du collège de dialogue et de médiation. Notre second invité répond au nom de Armand Joseph Kaboré. Il est secrétaire permanent du laboratoire citoyenneté. Président du Conseil national des organisations de la société civile CENOS, également secrétaire exécutif du Centre d'études et de recherche en finances publiques CERA-FP, intervenant dans la gouvernance locale dans le cadre du projet Faso Veille. C'est le titre que porte notre troisième invité du nom de Herman Douagneau. Bonjour à tous, chers invités. Bonjour. Voix des citoyens, votre programme radiophonique d'information et d'éducation à la redevabilité offert par l'UNALFA en partenariat avec le projet Faso Veille sur le plan d'action pour la stabilisation et le développement PASD. Chers auditeurs, avant d'entamer les échanges avec nos invités, je vous invite à écouter Monsieur Dieudonné Toukfo. Il est président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Dédougou. Il nous entretient à travers un témoignage sur ce qu'il retient de l'atelier sur le dialogue multi-acteurs qui a porté sur la décentralisation et le développement local. Nous l'écoutons et nous revenons sur le plateau. Moi, je retiens que actuellement les collectivités territoriales doivent assumer leur rôle dans leur entièreté. C'est-à-dire, ils ont, conformément au Code général des collectivités territoriales, une personnalité juridique, une autonomie financière. Mais chaque fois, on voit que les collectivités territoriales vivent grâce à l'appui des partenaires et à l'appui de l'État. L'État, pourtant, ces appuis doivent venir en dernier ressort et la collectivité doit être capable normalement de vivre grâce à ses propres ressources. Il faut dire que la commune urbaine de Dédougou est chef-lieu de région. Et comme j'aime le dire pour provoquer mes collègues de Bobo et Ouaga, actuellement nous ne cherchons plus à dépasser Bobo, nous cherchons à dépasser Ouaga. Mais c'est pour dire que cette commune connaît d'énormes innovations, notamment en ce qui concerne la gestion des populations déplacées internes. Il faut dire que Dédougou est l'une des communes où à peu près 70% des PDI, quand ils viennent, ils trouvent refuge chez les populations hautes, ce qui fait qu'on n'a pas une multiplicité des sites qui doivent accueillir les PDI. Il faut également dire que grâce à l'appui du chef de canton et de la direction des droits humains, on a mis en place un comité communal chargé du suivi des engagements pour une coexistence pacifique entre PDI et population haute. Ça a été précédé par un certain nombre d'engagements que les populations déplacées internes et les populations hautes ont pris devant les légitimités coutumières et les autorités administratives afin de faciliter une coexistence pacifique et permettre à terme de faciliter le retour des populations déplacées internes. Donc ça a été matérialisé par un arrêté communal et la commune appuie pour la mise en œuvre des activités de cette commission-là. Retour sur le plateau avec nos chers invités pour la phase échange. Alors, nous allons démarrer cet échange avec d'abord un clin d'œil sur l'atelier qui s'est tenu. Des acteurs étatiques, des collectivités territoriales, la société civile, des partenaires au développement réunis pour parler décentralisation. Alors, qu'est-ce qui justifie cette rencontre, M. Kaboré, du laboratoire citoyenneté? Disons que cette rencontre est une initiative qui s'inscrit en fait en droite ligne des travaux de la société civile, et des travaux du laboratoire citoyenneté et de ses partenaires sur les questions de décentralisation. Vous savez, la décentralisation, c'est une politique publique, mais c'est une politique publique pas comme les autres. Elle est suffisamment structurante. Elle a un impact sur les autres politiques publiques, elle a un impact
sur la manière d'administrer le territoire, elle a un impact sur la manière de gérer le pouvoir, elle a un impact sur la manière de fournir les services publics. Donc c'est une politique publique assez transversale, assez structurante, qui est quand même au cœur des mutations de nos États. Et pour nous, acteurs de la société civile, il est important que nous puissions, à des moments donnés, et vous savez actuellement que nous sommes quand même dans un environnement, nous sommes dans un contexte de défis multiples et complexes, défis sécuritaires, défis humanitaires, mais aussi défis de mobilisation de ressources. Donc pour nous, c'est une réflexion qui s'inscrit, n'est-ce pas, dans le cadre de la contribution de la société civile à la recherche de solutions aux problèmes qui se posent à nos pays, aux problèmes qui se posent à notre pays. Et cela ne peut se faire qu'à travers la concertation, à travers la discussion, mais aussi à travers des propositions innovantes, pertinentes, qui vont être soumises, n'est-ce pas, aux décideurs publics. On reste toujours avec vous, M. Kaboré. Au terme de cet atelier, qu'est-ce que vous retenez personnellement en tant qu'initiateur de cette rencontre? Disons que c'était un challenge parce que ça fait quand même un bout de temps que nous n'avons pas, j'allais dire, en tant qu'acteurs de la société civile, reposé le débat de cette façon. Donc c'est d'abord un moment de satisfaction. Le fait d'avoir pu réussir, n'est-ce pas, à réunir autant d'acteurs avec des profils assez diversifiés, vous l'avez souligné au départ, c'est aussi une initiative qui pour nous a connu une très bonne adhésion des acteurs étatiques jusqu'au plus haut niveau, une initiative qui a connu aussi une adhésion des collectivités territoriales et surtout une initiative qui a connu une forte adhésion des acteurs de la société civile. Ils étaient au cœur de l'activité. C'est aussi pour nous une initiative qui a permis en fait de ressortir beaucoup de propositions en lien avec plusieurs aspects relatifs à la gouvernance. On pourra revenir là-dessus peut-être plus tard. Et pour nous, c'est aussi un engagement parce qu'il ne s'agit pas juste de soulever le lièvre. Il ne s'agit pas juste de donner de la voix, de dire ce qu'on souhaite voir, mais il s'agit aussi de s'engager à ce que ce qui est proposé soit effectivement mis en place. Donc pour nous, c'était aussi une occasion de renouveler notre engagement aux côtés de l'État, pour l'accompagner, pour le soutenir, pour donner aussi notre contribution, si modeste soit-elle, n'est-ce pas, à la construction de l'État. Merci bien. Alors, on parle décentralisation. C'est sûr que ceux et celles qui nous suivent actuellement doivent se poser la question: qu'est-ce que c'est exactement? Nous avons eu la chance d'écouter en début d'émission Dieudonné Toukfo, président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Dédougou, qui nous a donné ses impressions, aussi non son avis pour ce qui concerne la décentralisation le concernant. Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau une personne qui a l'expérience de la décentralisation pour avoir été aux affaires. Avec lui, je veux parler de M. Jean-Claude Louari. Nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce que la décentralisation réellement. Pour faire simple, c'est une disposition constitutionnelle, c'est un processus par lequel l'État central transfère aux collectivités territoriales, donc les communes et les régions, une partie de ses prérogatives pour impulser le développement à la base. C'est essentiellement ça la décentralisation. Mais nous avons dit tantôt que c'est un processus. Ça veut dire que c'est une politique publique qui se développe dans le temps, qui se met progressivement en place. Et en fonction des difficultés et des avancées, l'État fait des ajustements pour adapter aux réalités du moment. Mais c'est une façon pour l'État de confier à la base une partie de ses prérogatives pour impulser le développement local. Au cours justement du dialogue multi-acteurs, je veux parler de l'atelier qui a connu votre participation. Certains panélistes, à travers justement leur communication, ont donné l'information selon laquelle la décentralisation a démarré depuis pratiquement les années 1993-94 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour votre expérience personnelle en tant qu'ancien maire, est-ce que vous pensez que le processus dans lequel c'est engagé respecte la vision globale du départ? Je dirais oui et non. Oui et non parce que, comme j'ai dit tantôt, c'était une disposition constitutionnelle et jusque-là, fondamentalement, cette disposition constitutionnelle n'a pas été remise en cause. Non parce qu'il y a eu des avancées, il y a eu des reculades, mais de façon globale, on peut se satisfaire de là où on est arrivé avec toutes les insuffisances que cela comporte. Ça fait partie du parcours d'une nation, ça fait partie du parcours d'une population. Il y a des hauts, il y a des bas. Nous avons traversé tous ces moments-là et moi je suis personnellement très satisfait du parcours qu'on a pu avoir
dans ce processus-là, bien que je pense qu'on pouvait faire mieux. Mais là où on en est arrivé, je pense qu'on peut se satisfaire. D'accord. Nous reviendrons sur le sujet plus en détail, notamment pour voir en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir et ce qu'il y a lieu de faire pour parfaire les choses. Je me tourne vers M. Douaniou à présent, qui également a fait partie des participants au dialogue multi-acteurs sur la décentralisation et le développement local. Alors, qu'est-ce que vous retenez en substance des échanges pour suite à votre participation à cette rencontre ? Ce qu'il faut dire, c'est que justement cette activité a été organisée justement pour faire en sorte que les participants puissent, de par donc, j'allais dire, la décision de l'État de repenser le développement en partant donc de la base et qui a donc connu un certain nombre donc de cycles donc de mise en œuvre, et nous étions donc dans le cadre donc du 3e cycle de la décentralisation avec des innovations majeures, et aujourd'hui on se rend compte que ce processus, même si il n'est pas en berne, il n'est plus tellement, j'allais dire, mis en avant dans les priorités du gouvernement. Donc pour nous, c'est justement de relancer le débat pour que on puisse se rappeler donc de cette politique, comme on le dit, c'est une approche de développement, c'est de faire en sorte que les territoires puissent en tout cas avoir une certaine cohérence de développement, mais aussi qu'on puisse permettre aux populations de participer à leur propre développement et de porter leur destin. Et donc, dans cet atelier, les échanges ont tourné autour donc de la meilleure manière, voilà, de faire autrement la décentralisation que ce qui a été fait jusque-là, mais aussi de l'asseoir sur les valeurs socio-culturelles, donc les valeurs endogènes qui répondent mieux aux aspirations des populations, mais aussi qui peut appeler à un plus grand engagement donc de ces populations pour porter à même leur destin de développement. Et donc à l'issue donc de cet atelier, nous avons également appelé les acteurs étatiques à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire à ne pas forcément voir les côtés négatifs de la décentralisation que nous avons pratiquée jusque-là, mais à se dire que de par ces insuffisances, on peut tirer des leçons et rebondir pour mieux faire, rebondir pour mieux organiser donc cette décentralisation, et justement l'adapter aussi aux multiples crises que le pays connaît. Monsieur Arma Kabouré, le SP du laboratoire studentel, l'a signalé tantôt. C'est aussi un défi qui donc s'impose à la décentralisation. Est-ce que les prérogatives qui sont aujourd'hui détenues donc par les collectivités, il faille les remettre entre les mains de l'État central, alors que les populations sont un peu habituées aussi à gérer un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre de domaines à leur niveau, en termes de proximité, en termes même d'appropriation donc de ces infrastructures de développement qui sont donc construites donc par les collectivités territoriales. Donc l'atelier nous a permis quand même justement de renouveler aussi notre engagement, de dire à l'État, vous n'êtes pas seul dans cette lutte, vous n'êtes pas seul dans cette quête de décentralisation et de meilleure façon de faire, mais la société civile aussi est à votre côté et vous pouvez nous faire appel, voilà, pour que nous puissions contribuer, voilà, à juste titre donc pour faire avancer les choses. D'accord. En parlant de décentralisation autrement, pourquoi faire la décentralisation autrement? Celle d'avant n'a pas permis d'atteindre nos objectifs de départ, et également vous avez parlé tantôt de valeurs endogènes, ou sinon que la nouvelle décentralisation doit être adossée aux valeurs endogènes. Pourquoi? Vous savez, on aime dire que vous ne pouvez mobiliser les populations qu'autour de ce qu'elles connaissent, qu'autour de ce qu'elles savent mieux faire. Donc si nous avons jusque-là pu engranger des acquis avec les processus passés, il faut aussi signaler, comme l'a dit monsieur Louari, qu'il y a eu quand même des insuffisances et pas des moindres. Donc les insuffisances, il faut les regarder froidement, il faut oser les mettre sur la table et justement les élaguer pour ne retenir que ce qui peut l'être. Il y a eu également la non prise en compte de certaines dimensions socio-culturelles. C'est le fait que le redécoupage déjà à l'entame, partie de la communication intégrale, on a fait
des communes l'entrée départementale, ce qui ne répondait pas forcément donc aux aspirations socio-économiques et culturelles des populations. Je me rappelle qu'un des panélistes indiquait que au départ, la décentralisation est partie pratiquement avec une trentaine de communes. Tout à fait. Donc, c'est justement de regarder froidement cette question. Il y a aussi la question des potentialités économiques ou de la viabilité économique des communes. Quand vous faites une analyse, on a l'impression qu'on est parti beaucoup plus d'un émiettement du territoire que d'érection donc de communes viables économiquement pour pouvoir leur permettre d'avoir les capacités d'impulser le développement à la base. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État intervient beaucoup justement pour soutenir ces communes, ne serait-ce que dans le fonctionnement régulier de ces communes, dans ces organes. Et donc, ça fait que, bon, quelque part, les populations aussi, n'ayant pas donc cette réalité il y a du socio-culturel prise en compte forcément dans les communes, ne sont pas aussi engagés à un niveau assez intéressant, à un niveau assez important, justement pour porter les communes, parce que c'est ça la commune. La commune, c'est que le destin de développement des populations soit porté par elles-mêmes. Donc c'est ça qui appelle aussi au développement endogène. Merci bien, Monsieur Douagneau. Alors, chers auditeurs qui venez de nous prendre en marche, je rappelle que vous êtes à l'émission spéciale sur le thème « Enjeux de la décentralisation au Burkina Faso et rôle de la société civile ». Monsieur Kaboré, plusieurs projets ont été menés par le laboratoire citoyenneté sur la problématique. Alors, quels sont les défis que vous avez pu percevoir sur le terrain en termes d'expérience? On souhaite que le laboratoire citoyenneté puisse nous partager cela. Nous avons la chance que nous avons un ancien élu local qui est là. Il nous dirait également ce qu'il a vécu, ou sinon vu et vécu. Alors je précise que l'élu local était aussi un de nos partenaires. Donc ça sera vraiment un partage d'expérience. Alors disons que le laboratoire est en fait une structure qui fait de la recherche et qui fait de l'action. Donc notre principe de base, c'est d'abord essayer de comprendre en fait les enjeux de développement au niveau local, comprendre les enjeux de gouvernance au niveau local et voir comment ces connaissances peuvent être réinvesties auprès des acteurs pour stimuler, pour encourager, pour soutenir l'action. Partant de là, le premier défi que nous avons rencontré, c'était même le fait que cette recherche qui se passe sur des territoires décentralisés était en soi une première forme d'action. C'est-à-dire que ce n'est pas une recherche qui parachute, c'est une recherche qui est faite avec les acteurs, qui permet aux acteurs de s'interroger et qui leur permet de se remettre en cause. Donc ce que nous avons rencontré comme première difficulté, c'est que cette recherche en elle-même parfois n'était pas bien comprise. C'est-à-dire que les acteurs n'étaient pas prêts parfois à s'auto-critiquer. Les acteurs n'étaient pas prêts à accepter cette réflexion sur leur propre pratique. J'espère que cette introversion n'était pas générale. Non, ça ne concerne surtout pas Fada. Voilà, là je peux vous rassurer. Je peux vous dire qu'il y a eu des communes où nous avons été déclarés non grata. Et je vous assure, des maires ont dit, écoutez, vous faites de la recherche, vous faites un travail d'investigation qui nous met à nu. Vous allez nous créer des problèmes. Ensuite, vous faites des débats au cours desquels les gens révèlent des choses qui ne nous arrangent pas. On a fait des travaux sur les questions de santé. On a découvert dans une des communes, par exemple, qu'il y avait un réseau de contrebande sur la vente du sang, la vente des médicaments, les gars n'étaient pas suivis, etc., etc. Et tout ça, c'est des choses qu'on a pu identifier, qu'on a pu constater, qu'on a pu documenter. Et la difficulté, c'était de faire accepter ça. Et là, on était en contexte de décentralisation. En fait, le défi pour nous, c'était de faire en sorte que la pratique de décentralisation soit aussi une école de l'autocritique et de l'apprentissage de la gestion en intégrant les différents défis. Ça, c'était une première difficulté. Deuxième défi que nous avons rencontré aussi, c'était les questions de suivi citoyen de redevabilité. Vous savez, c'est un peu notre cheval de bataille. Nous nous sommes dit, écoutez, avec la décentralisation, l'État a donné certaines responsabilités à des acteurs au niveau local qui ont des ressources, qui ont du pouvoir, qui ont une capacité de décision et qui décident effectivement au nom de l'intérêt général au niveau local. Alors, il est important que dans ces conditions-là, les citoyens et les citoyennes puissent être en capacité de chercher à savoir ce qui se passe avec leurs ressources. Et là aussi, c'était un deuxième défi. Je pense que ce défi-là, on le partage aussi avec M. Douagneau, qui est aussi un acteur de la société civile qui travaille sur ces questions-là. Et je vous assure que ça n'a pas toujours été facile. On a par exemple mis en place un réseau d'acteurs incluant par exemple les radios.
On a eu des collectivités territoriales où pour faire cet exercice de réduction des comptes, c'était extrêmement compliqué. Et je me rappelle, dans une de ces collectivités, pour vous raconter l'anecdote, voilà, on a plusieurs fois essayé d'organiser cette rencontre, mais là c'était à travers l'outil radio. Plusieurs fois on a essayé d'organiser la rencontre, ça n'a pas marché. Quand on invite, les gens ne viennent pas. Et quand on essaie de négocier, ils ont toujours des arguments ou des arguties pour ne pas être présents. Bon, ce qu'on a trouvé finalement comme parade, c'est de dire, bon, écoutez, comme vous ne voulez pas venir à la table de discussion, bon, nous on va permettre à la radio de faire un micro-trottoir. Donc la radio a effectivement fait un micro-trottoir sur le sujet. C'était un sujet assez chaud. Ils ont fait le micro-trottoir. Ils ont diffusé l'information. Et je vous assure que l'heure qui a suivi, le maire de cette localité nous a appelés et nous a dit, écoutez, vous venez quand pour la fameuse émission. Parce que là, finalement, il a compris que, bon, en fait, ce qu'on faisait, quelque part aussi, était une action qui contribue aussi à lui garantir une certaine sérénité dans la discussion. Mais ce n'était pas bien compris. Mais on a eu cette démarche pédagogique-là pour que cela puisse être compris. Donc, on a plusieurs défis de ce genre-là qu'on peut passer une journée à les égrener ici. Des questions de mobilisation de ressources, des questions de représentation, etc. Donc, il y a beaucoup de défis. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette décentralisation a offert aux citoyens l'occasion ultime de s'assumer et d'assurer pleinement leur autoprise en charge. Je pense que ça, c'est assez important à souligner. C'est une occasion à ne pas rater pour encourager, pour inciter les citoyens à s'engager réellement comme acteurs de leur propre développement, plutôt que comme spectateurs, comme personnes assistées, comme personnes auprès de qui on verse l'aide au développement, on verse l'argent public. Merci bien, Monsieur Kaboré. Vous convenez avec moi que c'était important que vous puissiez justement faire cette remarque en termes d'expérience du laboratoire citoyenneté sur le terrain en lien avec la décentralisation. Merci également au passage de montrer l'intérêt et la place que peuvent jouer les radios en tant que moyen pour atteindre un certain nombre d'objectifs à la fois assignés, on va dire, aux autorités locales et également aux autres acteurs de la communauté. Je me tourne à présent vers Monsieur Louari. Monsieur Kaboré vient tout de suite de partager tout ce qui est défis ou sinon difficultés rencontrées dans le cadre justement de leurs actions. Alors, vous, en tant qu'ancien élu local, je précise, ancien maire de la commune de Fadangourma, qu'est-ce que vous avez vu et vécu en termes de difficultés dans le cadre justement de vos missions et en lien avec la décentralisation? Les difficultés, je pense qu'on peut en faire une tonne si on se mettait à les égrener. On peut aller à ce qui est véritablement majeur. Voilà. La première grande difficulté, vous savez que les élus locaux, les conseillers qui constituent donc le conseil municipal, ce sont des élus. Et dans notre système électoral, ces élus-là viennent des partis politiques, donc de structures d'organes partisans. Et chaque parti espère pouvoir donc gérer le pouvoir local. Et de ce fait, après les élections, ce n'est pas toujours évident pour ceux qui ont été élus de pouvoir rassembler les autres avec eux pour que ensemble ils assurent la gouvernance locale. Parfois, on s'est retrouvé dans des situations où, comme on dit, la majorité gouverne et l'opposition s'oppose systématiquement. Au niveau central, ça peut peut-être passer. Au niveau de l'État central, ça peut peut-être passer. Mais au niveau local, avec les populations à la base, l'opposition systématique constitue parfois des blocages et des occasions de tension qui remettent en cause les équilibres locaux. Et donc, ça a été l'une des difficultés que je peux signaler. Et c'est important que les nouvelles réflexions qui se mènent, qu'on puisse voir comment est-ce qu'on fait pour que après les élections ou après le processus de désignation des responsables des collectivités, qu'on puisse trouver les moyens de les mettre dans la même direction afin qu'ensemble ils puissent mettre leurs forces pour permettre d'impulser le développement local comme on le dit. L'autre grosse difficulté, et c'est important de le dire, c'est le problème des ressources. Parce que si on vous transfère des compétences, il faut les exercer. Et pour exercer ces compétences, il faut avoir des ressources qui vous permettent donc de vous assumer. Si on vous transfère les compétences, par exemple, des CSPS, donc les questions de santé, donc les populations locales sont en droit d'attendre que le service public dans le domaine de la santé s'améliore année après année. Mais ça suppose qu'il y ait des ressources. Et parfois, ces ressources-là ne sont pas au rendez-vous. Et parfois aussi, l'État central ne met pas les ressources qu'il faut à la disposition des collectivités pour permettre donc de pouvoir exercer pleinement ses compétences. Et parfois aussi, ces ressources arrivent
tardivement. Donc la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Okay. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième grosse difficulté. La troisième grosse difficulté, j'ai parlé tantôt des élus locaux, mais il y a aussi la population en général. Comment les amener à participer et à apporter leur contribution pour ce développement local? Comment assurer leur adhésion au processus? Il y a aussi une autre difficulté. Parce que vous savez, nous avons cette habitude, même jusqu'à aujourd'hui, sous la transition, on fait des critiques. Nous sommes très forts dans les critiques, mais très peu de gens apportent des contributions. Quand vous faites une critique, vous estimez que quelque chose... améliorative. Voilà. Si vous dites que quelque chose est mal fait, ben, il faut être capable de dire, si on faisait de cette façon, peut-être que les choses iraient mieux. Mais critique pour critique, quand on n'apporte pas de solution, ça ne fait qu'apporter de l'enlisement et ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Peut-être que ça même également doit être pris en compte. Chaque fois, c'est plutôt l'indexation de X ou Y plutôt que des contributions, comme vous l'avez dit tantôt, d'amélioration sur ce qui ne va pas. Oui, bien sûr. Et pour moi, dans le nouvel élan de la décentralisation qui va se construire, il faut que donc on puisse mettre à disposition un mécanisme de dialogue. De dialogue, pas forcément de redevabilité, parce que la redevabilité, telle que moi je la vois, c'est on rend compte de la gestion. Mais au-delà de la gestion, il y a même la prise des décisions. Comment faire pour associer les populations locales aux différentes prises de décision? Comment les populations locales peuvent interpeller l'exécutif local sur certaines questions? Le principe convient qu'il y ait, par exemple, la participation des citoyens, notamment pour ce qui est du conseil, lorsqu'il y a le conseil, par exemple, municipal. Qu'est-ce qui justifie le fait que les populations, bien souvent, ne prennent pas part à ce cadre-là? La loi a prévu que la population peut assister parce que les sessions du conseil municipal, ces sessions-là sont ouvertes. On peut assister. Elles sont publiques. Mais on n'a pas droit à la parole. Voilà. Donc les populations ne peuvent pas intervenir. Mais lorsque les populations sont porteuses d'une préoccupation, comment est-ce que cette préoccupation-là est prise en charge? Voilà, il ne faut pas attendre à la fin des élections pour faire le bilan. Parce que 5 ans, c'est long. Il faut donc qu'on puisse mettre en place des mécanismes de telle sorte que chaque fois que de besoin, qu'un groupe de personnes, une organisation puisse interpeller l'exécutif local sur des préoccupations particulières, que les populations locales puissent demander que le budget communal là s'oriente de cette façon ou de cette autre façon, voilà, sans que ça soit un plein pouvoir seulement des élus locaux. C'est important qu'ils puissent influencer. Sans vous couper, juste freiner votre élan, souhaitez-vous qu'il soit déverrouillé cette possibilité donnée aux citoyens de participer par exemple aux sessions du conseil municipal et également de donner la voix? Non, pas de cette façon parce que ça va être compliqué à gérer après. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse interpeller. C'est-à-dire qu'il y ait des dispositions légales qui permettent donc aux populations locales de saisir le conseil municipal par rapport à leur orientation, ce qu'ils auraient souhaité qu'on puisse faire. Voilà. Okay. Mais que ça ne soit pas à la fin qu'on se mette à faire le bilan pour dire oui, ce n'était pas bien, alors qu'on pouvait interpeller avant pour qu'on puisse ajuster la direction prise. D'accord. Peut-être M. Douaneau viendra en précision. Je me rappelle que M. Kaboré, juste avant que vous ne preniez la parole, a partagé son expérience. Bien souvent sur le terrain, ce n'était pas facile. Ce n'est pas que les interpellations manquent, notamment pour ce qui est de certaines organisations. Elles ne sont pas prises en compte. Pourquoi ce refus de prise en compte? Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit, si ce n'est pas une disposition légale, ça peut poser problème. Voilà, il faut qu'il y ait des dispositions légales, il faut qu'il y ait des contraintes qui obligent les élus locaux à tenir compte des interpellations. Je sais qu'ailleurs, il y a même parfois cette possibilité de faire un mémorandum, de faire une interpellation publique. Ou des pétitions. Ou une pétition, voilà. Où un certain nombre de populations peuvent s'inscrire pour dire, bon, par rapport à cette disposition, voilà l'orientation que nous voulons. Et si la loi dit que la population d'une localité, 5% ou 2% ou 10% de la population signe une pétition pour demander que le conseil municipal prenne une direction, que le conseil municipal soit obligé de s'auto-saisir de la question-là pour en faire un débat et prendre une décision. D'accord. Monsieur Kaboré est en train de demander le micro. Juste avant que je lui passe le micro, en lien avec justement les difficultés que vous citiez tantôt, est-ce qu'à côté, vous avez été confronté aux questions de compétences techniques? Oui, en fait, c'est là où il y a eu le manque fondamental au niveau de la décentralisation. La décentralisation dispose que l'État transfère des ressources,
en transférant donc les compétences, doit transférer les ressources. Mais quand on parle de ressources, les gens ont tendance à voir ressources financières. Non, pas seulement les ressources financières, c'est y compris les ressources humaines. Quand vous prenez par exemple le cas de l'état civil, il y a eu un effort de ce côté-là, où les collectivités étaient donc capables de demander à l'État, mettez pour nous à disposition des compétences pour nous permettre de gérer l'état civil. Mais si vous prenez du côté des finances, en son temps, moi je me rappelle que quand j'ai pris service, j'ai constaté qu'il y avait énormément de manque de compétences au niveau de ma direction financière. Je me suis adressé au ministère des Finances pour demander, donnez-moi un inspecteur des finances pour m'aider à redresser la barre. Ça a été impossible. Pendant 5 ans, je n'ai pas pu avoir un agent. Et pourquoi? Je ne sais rien. La procédure vous permet de faire justement cette demande-là, mais vous n'avez pas eu de suite. Non, je n'ai pas eu de suite. Merci bien, Monsieur Louari. Monsieur Kaboré, réaction? L'information des citoyens, c'est extrêmement important. C'est vrai que les conseils sont mis en place, les gens sont élus ou désignés, mais il y a parfois cette cassure entre le fait qu'ils soient désignés et le retour de l'information au niveau de la base. C'est-à-dire qu'une fois que les gens sont là, ils gèrent tout dans la clandestinité, excusez-moi l'expression. On a développé une expérience qui a consisté aussi à mettre en place encore, à mettre à contribution les radios. Finalement, on fait beaucoup de pub pour les radios ici. Merci à mettre à contribution les radios pour sortir les délibérations de la clandestinité. Je pense que Fada était une des communes aussi qui a fortement expérimenté cette expérience, qui a consisté en quoi? Ça consistait en fait à préparer les sessions avec les radios et à les diffuser presque en direct ou à semi-direct, vous corrigez si je me trompe. Ça a permis plusieurs choses. Ça a permis d'abord au sein des conseils de collectivité, là je parle sous le contrôle de M. Louari, ça a permis au sein des conseils de collectivité de stimuler la participation des conseillers ou des représentants. Parce qu'on a eu à faire des formations sur le leadership, sur la prise de parole, etc. Mais les résultats n'étaient pas toujours probants. Mais à partir du moment où on a introduit cet outil radio qui permet aux citoyens des villages éloignés qui ont bataillé, qui ont désigné des gens qui les représentent au sein du conseil municipal et qui arrivent parfois, font 3 jours de sieste sans ouvrir la bouche. À partir de ce moment-là, les gens ont commencé à se battre pour arracher le micro. Là, je parle sous le contrôle encore de M. Lebel. Deuxième chose, c'est que les citoyens, ayant maintenant l'information sur ce qui se passe, organisent aussi une forme de débat au niveau local, dans leur quartier, dans leur village, avec leurs représentants. On dit, mais écoutez, par exemple sur le budget, pourquoi vous avez dit ceci? Pourquoi vous n'avez pas défendu cela? Pourquoi vous n'êtes pas revenu avec notre part de budget alors que ça fait quand même 300 ou 400 millions que la commune a voté? Vous voyez? Donc, il y a eu quand même des expériences au niveau local pour stimuler cet intérêt des gens à participer, à s'investir, à réclamer la transparence, etc. Et je vois que tout ça a contribué quand même à donner un certain engouement, un certain intérêt aux questions de décentralisation. C'était juste pour ce témoignage. Merci bien. Je pense que c'est assez essentiel. Monsieur Louari veut ajouter quelque chose? Non, mais rapidement. Voilà, je vais juste confirmer ce qu'il a dit. L'expérience de la commune de Fada, toutes les sessions étaient en direct, synchronisé avec l'ensemble des radios de la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous avons une session du conseil municipal, quelle que soit la radio que vous partez ouvrir, vous allez écouter le conseil municipal. Nous espérons que c'est en langue locale. En langue locale. D'accord. Voilà, mais vous savez que Fada, c'est un carrefour. Donc, les Gourmanchés s'expriment en gourmanchema. C'était l'originalité de Fada. Les Moussis s'expriment en Mouré. Au sein du même conseil municipal, parce que nous avons la chance que pratiquement tous les membres du conseil municipal étaient plus ou moins polyglotte. Donc, ce partage-là était suffisamment important. Et comme il a dit, M. Kaboré, ceux qui n'intervenaient pas au début ont été interpellés par leur base. On leur rappelle, mais toi, tu es là-bas, pourquoi même? Parce que ils ne voient pas ton apport. Tu pars, tu fais 3 jours à Fada pour participer à une session. On ne t'entend pas une seule fois parler de ton village. La responsabilité et la redevabilité sont mises à l'épreuve. Tout à fait. Et donc, de plus en plus, les gens prenaient la parole. Ceux qui s'exprimaient jamais s'exprimaient davantage. Et ceux qui s'exprimaient étaient davantage encouragés par la population locale parce qu'on les félicitait pour les grands débats qu'ils apportaient. Et du même coup, on se retrouvait donc avec une session qui parfois déborde. Parce que vous avez prévu 3 jours, les débats sont tellement importants que vous avez tendance à déborder. Et parfois, le revers de la médaille, c'est que vous avez donc un autre jour. Et comme les débats sont ouverts à la radio, à la fin, les divers. C'est le point qui est parfois plus long que l'ordre du jour. Le plat de résistance. Voilà, parce que chaque village, chaque conseiller apporte son divers. Voilà, parce que comme l'ordre du jour de la session n'a pas pris en compte
la préoccupation de son village, il apporte donc les graines qu'il faut pour vous obliger à parler de son village. En tout cas, c'est une belle expérience et c'est sûr que les radios restent ouvertes à partager toujours ces expériences avec vous. Je me tourne vers Monsieur Douagneau. Je pense que à travers votre profil, beaucoup de choses en détail peuvent être dites en termes d'expérience et nous espérons justement que vous n'allez pas faire la langue de bois avec nous. En lien justement avec les difficultés que l'on peut constater pour ce qui est de la décentralisation, notamment avec les collectivités territoriales, sur le terrain, qu'est-ce que vous avez pu constater, comme on le dit souvent avec nos auditeurs, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Commençons par ce qui ne va vraiment pas. Je crois que M. Loari, même M. Kaboré sont revenus un peu sur justement les défis et les difficultés que rencontrent donc les collectivités territoriales. Ce qu'il faut déjà noter, de façon citoyenne, ce que les populations relèvent, c'est un peu le repli des conseils de collectivité. Les replis sur eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est comme si après les élections ou après les désignations, il n'y a plus de lien avec la communauté que ce conseil-là gère. Et bien sûr, M. Kaboré a signalé donc le défaut d'information de la population. Ça, c'est une difficulté que nous avons rencontrée un peu partout. Je vous raconte une anecdote. C'est qu'il y a un maire dans la province de la Kossi, et à son élection, il a fait asseoir son conseil pour donc examiner son budget. Et il dit non, vous n'avez pas un mot à dire dans ce budget-là, c'est mon budget. Donc en échangeant avec eux, je leur ai dit non, vous savez, s'il s'est permis de le faire, c'est parce que vous-même vous ignorez le fonctionnement de la collectivité territoriale. On dit le budget de la commune 2 et on met ordonnateur, on met le nom du maire. J'ai dit donc c'est le budget de la commune, mais c'est pas le budget d'un individu. Mais il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup de maires qui en son temps étaient convaincus que c'était leur budget et qui devraient même l'utiliser pour gérer comme ils l'entendaient. Donc ça, c'était la première question. Ça pose un peu l'enjeu de la formation, l'enjeu aussi du renforcement des capacités. Et même un peu plus loin, j'allais dire la réforme sur le système partisan. Il est évident que si aujourd'hui nous voulons avoir des représentants élus qui répondent aux aspirations des populations, qu'on puisse en tout cas engager une réforme qui arrive à faire justement des élus de toute la communauté et non des élus qui vont peut-être respecter les règlements intérieurs du parti et être un peu, j'allais dire, liés donc au desiderata donc du président du parti. Il faut qu'ils pensent d'abord communauté après leur élection. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que les populations ont aussi besoin d'être éduquées, de qu'on fasse une éducation citoyenne sur la gestion de la cité. En fait, il y en a qui ont naïvement cru que les choses allaient se passer normalement et qu'on allait les associer normalement. Mais vous le savez, quand vous devez revendiquer vos droits, vous devez revendiquer l'information et même la transparence, ça va aussi avec la redevabilité, il faut d'abord savoir les dispositions en la matière. Si vous ne connaissez pas les dispositions en matière de transparence et de redevabilité des conseils de collectivité, vous allez subir. Et donc ça également, c'est un élément assez important au niveau des collectivités qu'il faut signaler. Et nous l'avons vécu dans le cadre donc de nos activités. Et nous avons relevé le fait que justement, il faille non seulement associer les radios, les médias communautaires pour relayer l'information, mais aussi appeler à d'autres formes de sensibilisation telles que le théâtre forum. Nous l'avons fait sur justement le rôle de l'élu local et le rôle des membres de la délégation spéciale. Et à la fin, les populations étaient édifiées. Ils se sont dit, mais attends, nous ne savions pas que nous avons aussi notre mot à dire dans la gestion de la cité. Parce que tout se décide et après, peut-être nous n'avons même pas l'information. Et quand nous avons l'information, elle n'est pas aussi exacte, aussi détaillée que ce qui est dit actuellement. À travers ces initiatives, vous arrivez à évaluer la participation citoyenne des populations de façon prépondérante ou vous pensez que elle est encore, il y a encore beaucoup à faire? Je reviens même sur un aspect. Vous savez, en réalité, la loi dit que les populations, quand elles participent au conseil de collectivité, n'ont pas de voix délibérative. Mais la prise de parole peut être organisée et négociée. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons constaté que les populations envahissent les conseils de collectivité pour vérifier par elles-mêmes si leurs attentes, leurs préoccupations sont prises en compte et défendues par les représentants
justement de ces conseils de collectivité. Il est aussi vrai qu'en temps de délégation spéciale, où la majorité des membres des organes délibérants des collectivités sont des chefs de circonscription administrative, c'est assez difficile donc à faire. Donc ça, c'est aussi une limite que nous avons avec les délégations spéciales, même s'il faut noter leur ouverture. Aussi, quelque chose d'assez intéressant que M. Loiry a signifié, c'est le fait que les décisions sont prises et c'est vers la fin qu'on vous rend compte. Donc vous n'êtes pas associé aux décisions, donc à la prise de décision, et à la fin on vous dit ce qui a été fait. Donc ça met un peu le citoyen, j'allais dire, devant le fait accompli. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons initié ce qu'on appelle le budget participatif, où les représentants des conseils de collectivité sortent vers la population pour recueillir les attentes, recueillir les orientations avant d'élaborer le budget et le PAIC. Et ça, c'est très important parce qu'après, il y a d'abord ce qu'on appelle une co-responsabilisation de la gestion communale qui s'instaure. Il y a le fait qu'à la redevabilité, vous pouvez même appeler à plus d'engagement des populations et ça améliore le service fiscal parce que si vous devez construire une école avec un apport de la collectivité, donc financé donc par les contribuables de la commune et que ces contribuables n'ont pas pu apporter leur part, vous pouvez leur signifier ça et ça met à l'abri les présidents de conseils de collectivité parce que là, les populations se rendent compte qu'effectivement, leur destin, c'est entre leurs mains. Et si elles ne mettent pas la main à la pâte, le maire ou le PDS ne peut rien faire. Donc voilà un peu, je peux ajouter à ce que mes prédécesseurs ont dit si bien par rapport donc à la gestion des collectivités. D'accord. Nous restons avec vous. En lien justement avec tous ces éléments, pensez-vous que le tissu sécuritaire ou sinon la situation sécuritaire, j'allais dire aujourd'hui, permet de relever les défis comme il se doit de la décentralisation? Nous sommes dans une dynamique ou dans une situation où il faut appeler à la réflexion. On va encore relancer la décentralisation, mais comment? C'est la question à $1000. Maintenant, ce qu'il faut peut-être dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la crise sécuritaire a beaucoup impacté les collectivités territoriales. Il y a d'abord le fait que le tissu économique est véritablement touché. Donc, la mobilisation des ressources propres des collectivités aujourd'hui, c'est quelque chose qui pose vraiment problème pour le financement des actions de développement. Il faut aussi noter que les économies locales sont durement touchées. Et moi, si je prends, j'ai intervenu dans la commune de Fada à un moment donné, avec le dynamisme économique qu'il y avait sous le maire Loiry. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est une commune qui vivote sur le plan économique et qui a même du mal à faire décoller certains secteurs d'activité économique. Donc ça, ce sont les répercussions négatives donc de la situation sécurité assez difficile. Ce qui veut dire quand même que nous avons une décentralisation qui bat de l'aile. Et on a maintenant les organes de collectivité qui ne sont pas les émanations exactes des communautés, mais on est obligé de faire avec, étant donné que bon, la situation exige également que l'État central puisse gérer la sécurité et qu'après la sécurité nous puissions aller voilà, à un développement. Mais je me dis également que nous devons associer les deux si on veut vraiment parvenir à la paix. Et qu'un jour, on puisse apaiser donc les tensions. En lien avec, on va dire, la contribution de la société civile pour la gouvernance locale et de votre expérience terrain, qu'est-ce que vous retenez en termes de collaboration avec les organisations de la société civile, collectivités, organisations de la société civile? Au début des délégations spéciales, nous avions eu peur. Peur par le fait que nous avions cru que les organes dirigés par les PDS allaient se refermer sur elles-mêmes et ne pas s'ouvrir. Mais on a été édifiés, on a été émerveillés. On s'est rendu compte que, contrairement à certains organes élus, pas tous de son temps, les délégations spéciales, quand vous échangez avec les PDS, ils sont plus ouverts à l'action de la société civile que certains élus en leur temps. Et ça nous a beaucoup marqué. Et on s'est dit que c'est aussi l'opportunité de leur permettre d'aller vers la population. Vous savez, le PDS n'a pas forcément intérêt dans la commune qu'il gère. C'est-à-dire c'est un agent affecté.
nommé. Donc du coup, il peut ne pas vouloir développer des initiatives pour asseoir quand même un tissu économique ou des économies locales assez viables et même des services publics qui répondent aux besoins des populations. Mais nous nous sommes rendus compte que à force de parler, à force de les amener vers la population, ils ont commencé à développer des actions non seulement de transparence mais aussi de redevabilité et à faire en sorte d'associer au maximum les communautés à la gestion de la chose publique locale. Et ça, c'est assez intéressant. Je trouve quand même qu'aujourd'hui, la société civile arrive à faire des contributions significatives. D'abord au niveau local, nous on est arrivé à faire en sorte que le budget participatif soit adopté par une trentaine de communes. Ça c'est déjà un pas en avant, ce que nous n'avions pas pu faire dans des organes élus. Et l'autre aspect, c'est que nous sommes parvenus à élaborer donc des budgets citoyens. Les budgets citoyens qui peuvent montrer à la population de façon simple le contenu d'un budget de la collectivité. Monsieur le maire est là, il va vous dire que le budget de la collectivité, si vous n'êtes pas allé à l'école des finances locales, vous avez du mal à le comprendre. Mais nous, on est arrivé quand même avec l'ouverture de ces autorités-là à le faire et à le diffuser pour quiconque veut donc le budget de ces collectivités dans lesquelles nous intervenons. Merci bien, monsieur Douagneau. Alors, chers auditeurs qui venaient de nous prendre en marche, je rappelle que vous êtes à l'émission spéciale sur le thème « Enjeux de la décentralisation au Burkina Faso et rôle de la société civile ». Nous tirons, on va dire, pratiquement vers la fin de cette émission. Plusieurs aspects, aussi nos questions qui nous intéressent. C'est sûr que pour ceux qui nous écoutent également, beaucoup de questions sont en vue. On ne pourra pas tout déballer, mais on va faire en sorte de toucher l'essentiel. Je me tourne vers monsieur Kaboré dans un premier temps. Alors, en lien toujours avec la société civile, quel peut être justement le rôle qu'elle peut jouer dans le cadre du plaidoyer pour une meilleure appropriation et un renforcement, on va dire, du cadre à la fois juridique et institutionnel de la décentralisation? Je pense que la société civile peut avoir comme rôle ce qu'elle fait actuellement et qu'elle peut essayer de mieux faire, c'est de collecter les bonnes expériences, parce que nous avons suivi un peu ce qui se passe au niveau local, aussi bien sur les questions de fourniture de services publics, sur les questions d'investissement, mais aussi sur la question sécuritaire. Et sur la question sécuritaire, je voudrais insister. Je pense qu'on déplore tous que nos pays soient actuellement confrontés à ce défi-là. C'est un défi majeur, c'est un défi très important. Les causes sont multiples, on ne va pas revenir sur ça. Mais nous pensons aussi que les causes sont multiples, mais les solutions aussi peuvent être multiples. Nous pensons que les communautés, à travers les collectivités territoriales, peuvent avoir aussi un rôle à jouer et la société civile doit pouvoir les accompagner et les encourager dans ce sens. C'est quel rôle? Vous savez, le développement de ce phénomène de radicalisation se passe aussi à la base. C'est des citoyens, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, c'est des gens que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas très bien, qui un jour s'éloignent, voyagent, font 6 mois, 1 an, disparaissent et réapparaissent, complètement transformés. Et c'est aussi des gens que nous ne connaissons pas, qui viennent, qui s'installent, qui développent des activités, on ne les connaît pas et on ne dit rien. Donc quelque part, je pense qu'au niveau local, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et nous, notre rôle en tant qu'acteurs de la société civile, c'est de nous interpeller, de nous encourager, de nous outiller à être plus regardants sur ces questions-là. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans un village, dans une commune et ne pas être connu. Il faut qu'on se réhabilite, il faut qu'on reprenne ces fonctions-là à bras le corps. Et ça, c'est le local qui peut aider le national à avancer. La crise humanitaire, elle est également très importante. Actuellement, les défis sont énormes. Et nous avons vu aussi à travers notre rencontre qu'il y a des localités où la solidarité au niveau local est quand même une chose très importante qui contribue à aider à régler les problèmes. L'État ne peut pas tout faire. Si on laisse tous ces problèmes humanitaires dans les mains de l'air, ça va être extrêmement difficile. Mais cela n'est possible que si on réhabilite le local, cela n'est possible que si on responsabilise les communautés à la base pour qu'elles sentent que ce qu'elles offrent comme effort de solidarité, comme effort d'accueil, c'est quelque chose qui est connu, qui est valorisé, qui est encouragé par l'État. Il y a plein de localités comme ça où des gens apportent des solutions locales aux questions humanitaires. Et je pense aussi que, et c'est en lien avec votre préoccupation, le plaidoyer, on n'est pas décideur. Nous ne sommes pas décideurs. Nous pouvons analyser, nous pouvons diagnostiquer, nous pouvons poser des problèmes, mais nous ne sommes pas décideurs. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'encourager, c'est d'apporter des évidences, c'est de soutenir et de suivre ce que les décideurs se sont engagés à faire. Et on espère qu'on le fait assez bien. En tout cas, on s'encourage et on se donne les moyens de le faire assez bien pour que la voix de la société civile puisse toujours compter et que la société civile soit toujours au service des intérêts
des citoyens. D'accord. Merci bien, Monsieur Kaboré. Juste avant que Monsieur Loiry ne prenne la parole, je me tourne vers Monsieur Douagneau, parce que Monsieur Kaboré a dit un aspect assez important. Dans le contexte de sécurité difficile, mais Dieu faisant qui s'améliore, comment on fait pour mobiliser les ressources? Ce qu'il faut dire, c'est que la mobilisation des ressources déjà au niveau des collectivités, c'est vrai qu'elle est assez difficile, mais il y a quand même des possibilités. Voilà, pour lever un minimum de fonds, déjà à partir donc de certains investissements marchands ou de certaines initiatives économiques locales, on arrive quand même à lever assez de ressources. L'autre aspect aussi qu'il faut signaler, c'est que justement on a aujourd'hui quand même le fonds minier de développement. Voilà, le pays connaissant donc quand même un boom minier depuis plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est une manne financière qui est répartie entre le fonds de soutien patriotique et donc les collectivités. Et cela peut permettre de justement gérer les urgences en attendant justement de beaux jours pour pouvoir lever donc suffisamment de ressources internes. Et l'autre aspect aussi qu'il faut signaler, c'est beaucoup plus l'institution de taxes au niveau national et pour les répartir donc aux collectivités. Nous avons le cas de la TVM, nous avons le cas de la contribution du secteur des micro-entreprises rurales, nous avons le cas de la patente. Et donc ce sont des impôts qui sont levés et qui doivent être répartis aux collectivités. Et ça amène à abonder les comptes des collectivités pour les permettre de réaliser des actions au profit des communautés. Même s'il faut dire que bon, l'insécurité faisant, il est toujours compliqué et c'est ce qui a même prévalu à l'autorisation préalable du ministère de l'économie et des finances pour investir donc sur ressources propres parce que on s'est dit vaut mieux mettre l'accent sur le fonctionnement et permettre donc aux structures des collectivités de délivrer les actes d'état civil et autres là, que de mettre ça dans les investissements et après bon la collectivité ne pourra pas payer ses agents et même délivrer le minimum de services essentiels aux populations. On n'oublie pas au passage qu'il y a aussi les initiatives présidentielles qui d'une manière ou d'une autre... Oui, on peut citer les initiatives présidentielles, mais aujourd'hui, la problématique, c'est beaucoup plus peut-être de demander au bureau des grands projets. Il y a déjà eu une rencontre entre les gouverneurs pour leur expliquer en quoi consistent les initiatives, comment on peut y accéder. Mais je crois qu'il faut l'étendre au président de délégation spéciale, au PDS, pour leur expliquer à tous les PDS, pour leur expliquer comment ces initiatives peuvent contribuer, comment ces initiatives peuvent être mobilisées, justement pour non seulement répondre aux besoins de développement à la base, et ça serait intéressant parce que bon, c'est le développement endogène, et on y va. Merci bien, Monsieur Douagneau. On va dire que nous sommes au terme de cette émission. Très rapidement, assez sportivement, pour conclure cette émission, si vous aviez chacun une recommandation majeure à faire pour renforcer le processus de décentralisation au Burkina Faso, que serait-elle et à qui s'adresserait-elle? Commence par Monsieur Loiry. Ça, c'est une question pour un champion. Je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer cette face de la décentralisation qui est la question du dialogue social, la question de la cohésion comme élément fondamental, comme élément fondateur du développement local. Il y a la question sécuritaire, il y a la question du développement, mais il y a aussi les questions de dialogue social, les questions de cohésion sociale à la base pour permettre d'impulser le développement. Tant que les communautés à la base ne peuvent pas se parler, ne peuvent pas s'asseoir et regarder dans la même direction, il est vain d'imaginer qu'ils peuvent envisager un développement ensemble. Ça, c'est un pas important qu'il va falloir regarder et le développer pour que ce dialogue, cette cohésion sociale-là soit renforcée et puisse contribuer au développement local. Merci bien, Monsieur Loiry. Monsieur Douagneau. Oui, bon, sinon nous avions une réforme à proposer. Ce serait déjà de travailler à renforcer, au-delà justement des aspects d'entente, de cohésion sociale, à renforcer aussi l'appropriation des collectivités par les communautés, à travers donc un renforcement de la participation citoyenne et de la redevabilité. Monsieur Loiry a bien fait de dire qu'il faut associer les populations à la prise de décision. Je crois que si on veut une véritable décentralisation, c'est vers là que nous devons aller. Et même au niveau national, c'est cette dynamique qui est engagée.
Ce qui fait que donc justement tout le monde est mobilisé autour donc de la dynamique actuelle et ce serait bien qu'on puisse le répliquer au niveau local, au niveau des collectivités, en faisant bien sûr confiance aux communautés, mais en leur disant pas, ils ne sont pas là à l'école, ils ne comprennent pas les choses, il faut leur faire confiance, ils savent ce qu'ils veulent, personne ne lutte contre son bonheur. Voilà. Merci bien, M. Douaniou. On achève avec M. Kaboré. Ma proposition serait qu'on réhabilite effectivement le local comme étant la porte d'entrée pertinente pour la résolution des différents problèmes que nous rencontrons. Vous savez, on est tous, là où nous sommes tous originaires quelque part d'un village, d'un secteur, d'une ville, d'une région. Et chacun de nous est fier de voir d'abord son village, sa commune, ou sa région développée, mais on est autant fiers aussi de voir tout le Burkina Faso développer. C'est en mobilisant les acteurs au niveau de la base, c'est en renforçant la confiance avec la base que nous allons vraiment créer l'union sacrée tant recherchée, que nous allons créer ce pacte social autour des défis majeurs de développement qui sont l'insécurité et l'humanitaire, mais aussi le développement d'une manière globale. Cela ne peut pas se passer sans le local. Et le local doit avoir toujours son rôle à dire et à faire. On va retenir ça comme leçon majeure. Il faudra toujours impliquer le local pour pouvoir développer, on va dire, la communauté de façon générale. Chers auditeurs et auditrices, votre émission spéciale s'arrête là. Nous espérons que vous avez pu apprendre suffisamment sur le thème enjeu de la décentralisation au Burkina Faso et rôle de la société civile. Je rappelle que je recevais pour en parler Monsieur Jean-Claude Louari, ancien élu local, notamment ancien maire de la commune de Fadankourma, ancien également président du conseil régional de l'Est et par ailleurs secrétaire permanent du collège de dialogue et de médiation. Merci d'être venu sur ce plateau. Également autour de cette table, Monsieur Armand Joseph Kaboré, secrétaire permanent du laboratoire citoyenneté. Merci d'être venu sur ce plateau et pour ces échanges. Merci. Et pour achever, M. Herman Douaniou, président du Conseil national des organisations de la société civile et par ailleurs secrétaire exécutif du CERAFP, le CERAFP qui est le Centre d'études et de recherche appliquée en finances publiques. Alors, merci chers auditeurs de nous avoir suivis. À la présentation, c'était Rachid Assad Zongo et à la technique et mise en onde Tiona Sanogo. Bonne suite d'écoute avec votre radio pour ces programmes.